Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Alors, ça faisait plusieurs mois que je pensais à vous présenter un court résumé de Monde en collision de Emmanuel Velikovsky. C'est le point de départ, c'est le livre qui m'a convaincu que la planète X fait un retour. Alors, je me base là-dessus sur un fait surtout. J'ai vu en 2008, 2009, 2010 l'augmentation des catastrophes naturelles. Et quand j'ai été au courant qu'il y avait des bruits de trompettes dans le ciel, eh bien, ça, c'est très significatif. Pendant des milliers d'années, il n'y avait jamais aucun bruit de trompette dans le ciel. Puis à un moment donné, oups, ça a commencé tranquillement. Un bruit de trompette dans une région, dans une autre région. Alors, les bruits de trompette, c'est associé, d'après Emmanuel Velikovsky, à un autre astre qui entre dans notre système solaire et qui interagit avec le champ électromagnétique de notre planète. Et ça cause de la réverbération, ça cause des sons étranges qu'on a entendus à plusieurs reprises dans divers endroits. Donc, je suis convaincu que la planète X fait un retour, c'est ce qui se passe actuellement, et il n'y a rien de mieux que de constater ce que les anciens textes de partout dans le monde, de tous les continents, tout ce qui a été écrit au sujet des catastrophes naturelles à l'époque du prophète Moïse. Alors, on a des textes du Japon, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, de partout dans le monde qui décrit ce qui s'est passé. Et en plus, quand on constate à l'époque du prophète Moïse toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu, comparé à l'Apocalypse, toutes les catastrophes naturelles qui sont annoncées, alors je pense que ça s'en vient. Le titre de la vidéo, c'est Monde en collision de 2025 à 2035. C'est intentionnel, il n'y a personne qui connaît la date. Tous ceux qui ont essayé d'annoncer une date, Ed Dames, Marshall Masters, etc., ils se sont tous plantés. Alors, personne ne connaît la date exacte. Par contre, il y a quelque chose qui s'en vient. Sans plus tarder, allons-y, je vais vous présenter quelques textes que j'ai extraits du livre Monde en collision. Alors, allons-y. Alors, s'il y en a qui veulent lire Monde en collision et les grands bouleversements terrestres, j'ai mis le lien pour ces volumes-là. Vous pouvez les télécharger et les lire. Un petit résumé, Monde en collision, c'est tous les textes anciens, tandis que les grands bouleversements terrestres, c'est tous des rapports des géologues, un peu partout dans le monde, qui disent la même chose. Il y a eu des grosses catastrophes naturelles à un moment donné dans un passé assez récent. Alors, c'est un travail qui s'annonce quand même assez long. Je vais probablement faire ça en plusieurs parties. J'ai pas décidé encore si c'est 2 ou 3 ou 4 parties, mais ça va être en plusieurs parties. Alors, dans la préface, Emmanuel Velikovsky nous dit que ce livre-là ne décrit que 2 actes d'un grand drame. Le premier se déroula il y a 34 à 35 siècles, c'était au milieu du 2e millénaire avant notre ère. Le second au cours du 8e et au début du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc on ne parlera pas de ce qui s'est passé au temps de Noé. Alors ici, on mentionne un texte de la Bible. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher pendant presque un jour entier. Entre-temps, vous pouvez mettre sur pause pour lire le reste du texte si ça vous intéresse. Alors, pendant que le soleil était arrêté, on lit sur la page suivante que le Seigneur lança sur eux du ciel une averse de grosses pierres. Alors, on mentionne aussi que l'auteur du livre de Josué ignorait certainement la relation entre les deux phénomènes, le soleil qui était arrêté et la chute des météores. En tenant compte de la différence des longitudes, l'événement dut se produire dans l'hémisphère occidental de bonne heure le matin ou alors qu'il faisait encore nuit. Consultons les livres où sont consignées les traditions historiques des aborigènes de l'Amérique centrale. Les marins de Colomb et de Cortés, lorsqu'ils arrivèrent en Amérique, trouvèrent des peuples cultivés qui avaient une littérature originale. La plupart de ces livres furent brûlés au XVIe siècle par les moines dominicains. Un nombre infime des anciens manuscrits échappèrent à la destruction. Ceux-là sont conservés dans les bibliothèques de Paris, du Vatican, du Padro et de Dresde. Ils sont appelés codex, et leur texte a été étudié et partiellement déchiffré. Cependant, parmi les Indiens de l'époque de la conquête et du siècle suivant se trouvent des lettrés qui savaient interpréter l'écriture pictographique de leurs ancêtres. Dans les annales de Cuauhtitlán, l'histoire des empires de Cuauhtitlán et du Mexique, écrite en langage, il a relaté qu'au cours d'un cataclysme cosmique qui se produit dans un passé reculé, la nuit se prolongea très longtemps. Donc, le récit de la Bible décrit comment le soleil resta dans le ciel un jour supplémentaire, environ tout un jour.
le Midrashim, recueil des anciennes traditions non incorporées aux Écritures, rapporte que le Soleil et la Lune s'immobilisèrent pendant 36 itzim, c'est-à-dire 18 heures. Par conséquent, du lever au coucher du Soleil, le jour dura environ 30 heures. À la page 32, il y a un nouveau paragraphe qui commence, le monde rouge. Alors je m'en vais à la page 33. L'un des premiers signes visibles de cette rencontre fut la couleur rouge que prit la surface de la Terre, sous l'influence d'une fine poussière de pigments couleur rouille. Dans les mers, les lacs et les rivières, ce pigment donna à l'eau la couleur du sang. Sous l'effet de ces particules ou de quelque autre pigment soluble, le monde devint rouge. On change de page. Au premier paragraphe, on nous dit que le manuscrit Quiché des Mayas nous rapporte que, dans l'hémisphère occidental, au temps d'un grand cataclysme où la terre trembla et où le mouvement du soleil s'interrompit, l'eau des rivières fut transformée en sang. Ensuite, on parle des textes égyptiens et hébreux. Dernier paragraphe, on parle d'une autre région ici. Le sommet des montagnes de Thrace reçut le nom de Emmaüs, et un autre nom rapporte la tradition thrace qui attribue comme origine à ce nom le torrent de sang jaillit sur la montagne. Quand se livra le combat céleste entre Zeus et Typhon et que Typhon fut frappé par la foudre. On dit que la ville égyptienne reçut le même nom pour la même raison. On change de page. L'épopée finnoise, le Kalevala, décrit comment, au temps du bouleversement cosmique, le monde fut aspergé de lait rouge, les Tartares d'Altaï, parle d'un cataclysme où le sang colore le monde entier en rouge et qui a suivi d'un embrasement général. Les hymnes orphiques font allusion à l'époque où la voûte céleste, le puissant Olympe, trembla de peur, et la terre tout alentour poussa un cri terrible et la mer s'agita, soulevant des vagues pourpres. On change de page. Le paragraphe La pluie de pierre. Après la poussière rouge, une petite poussière pareille à de la cendre de fournaise se répandit sur toute la terre d'Égypte. Puis une pluie de météores s'abattit sur la Terre. Notre planète pénétra plus profondément dans la queue de la comète. La poussière était le signe avant-coureur des pierres. Il tomba une grêle si violente qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis son origine jusqu'à ce jour, selon Exode. Ces paires de barades ici traduites par grêle désignent, comme dans la plupart des passages où on les cite dans la Bible, les météorites. On change de page. Le dernier paragraphe. On retrouve la description d'une semblable catastrophe dans le Visuddhimagga, texte bouddhique traitant des cycles du monde. Quand un cycle du monde est détruit par le vent, il se lève au début un grand nuage destructeur du cycle et d'abord une poussière fine, puis une grosse poussière, puis du sable fin, puis du gros sable et puis des graviers, des pierres et finalement des rochers aussi gros que les grands arbres au sommet des collines. Alors on parle encore des météores. Et si je vais lire les 3 dernières lignes, au Mexique, les annales de Caoutchitlan décrivent comment un cataclysme fut accompagné d'une pluie de pierres. Dans les traditions orales des Indiens, le motif est repris maintes fois. En une époque antique, le ciel fit pleuvoir non de l'eau, mais du feu et des pierres chauffées au rouge. Et tout cela concorde avec la tradition hébraïque. On change de page, alors on parle ici du pétrole qui est dans la queue des comètes. La queue des comètes est composée principalement de gaz de carbone et d'hydrogène. Privés d'oxygène, ils ne brûlent pas au cours de leur trajectoire, mais les gaz inflammables, en traversant une atmosphère qui contient de l'oxygène, prendront feu. Si les gaz de carbone et d'hydrogène, ou les vapeurs composées de ces deux éléments, pénètrent dans l'atmosphère en énorme quantité, une certaine partie s'enflammera, fixant tout l'oxygène disponible. Le reste échappera à la combustion, mais, par une rapide transformation, se liquéfiera. En arrivant au sol, la substance, si elle était liquide, le pénétrerait par les interstices du sable et les crevasses des rochers, mais en tombant sur l'eau, elle y flotterait et le feu allumé dans l'atmosphère viendrait à s'éteindre avant que les nouveaux apports d'oxygène n'arrivent d'autres régions. Alors la chute d'un liquide épais qui descend vers la Terre et flambe, en dégageant une fumée très dense, est relatée dans les traditions orales et écrites des habitants des 2 hémisphères. Alors vous pouvez mettre sur pause pour lire le reste du texte. Alors une autre page pour mentionner que c'est pas rien que les Hébreux qui ont vu du feu tomber du ciel, il y a aussi des rapports qui viennent de Sibérie et des îles néerlandaises. Alors dans cette page, on mentionne les régions où il y a beaucoup de pétrole, Mexique, Inde, néerlandaise, Sibérie, Irak et Égypte. Il se peut que le fluide combustible ait flotté un certain temps à la surface des mers, imprégné la surface du sol, et que ce soit fortuitement enflammé.
Durant cet hiver et cet été, le feu a fait rage. Il a consumé la surface de la Terre, raconte les Vogols de Sibérie. Et dans le dernier paragraphe, on raconte que souvent le feu pouvait s'allumer spontanément puisque le pétrole était vraiment très près de la surface du sol. Les ténèbres. Alors je vais lire le dernier paragraphe. Un vent extrêmement violent durant pendant 7 jours. Pendant tout ce temps, la terre fut plongée dans les ténèbres. Les 4, 5 et 6e jours, les ténèbres étaient si épaisses que les Égyptiens étaient contraints de rester sur place. Dans cette page-là, on raconte d'autres régions du monde qui prétendent avoir vu la même chose, la noirceur s'installer sur la Terre. Alors ici, on mentionne des Indiens du Nouveau Monde, des Indiens du Pérou, ainsi que d'autres régions du monde. Le livre iranien qui mentionne que pendant plusieurs jours, le soleil ne s'est pas montré. Alors une autre page qui mentionne la même chose. Un nouveau paragraphe, le séisme. La Terre arrachée à son mouvement régulier réagit à l'approche imminente du corps de la comète. Un énorme choc bouleversa la lithosphère et le séisme se propagea sur le globe entier. C'était la 10e plaie. Et le pharaon se leva la nuit, lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut des grands pleurs en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. Les maisons tombèrent frappées d'un coup très violent. L'ange du Seigneur passa au-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte, frappa les Égyptiens et épargna nos maisons. Évidemment, les maisons des Égyptiens furent détruites parce qu'elles étaient construites en briques et en pierre, tandis que celles des Hébreux étaient beaucoup plus modestement construites. Un autre paragraphe, l'ouragan. Le brutal déplacement d'air sous le choc des parties gazeuses de la comète, le souffle produit par l'attraction du corps cométaire, le mouvement accéléré des couches atmosphériques sous l'effet de la force d'inertie, lorsque la Terre interrompit sa rotation ou déplaça ses pôles, tout contribuait à produire des ouragans d'une vitesse et d'une force prodigieuses qui affectèrent la planète entière. Il y a un manuscrit ici qu'on mentionne et d'autres documents mayas qui décrivent un cataclysme cosmique au cours duquel l'océan s'abattit sur le continent et un terrible ouragan balaya la Terre. L'ouragan ravagea et emporta toutes les villes et toutes les forêts, des explosions volcaniques, des trompes d'eau qui déferlaient sur les montagnes, et des vents furieux menacèrent de détruire l'humanité, et en fait détruisirent de nombreuses espèces animales. La face de la Terre changea, les montagnes s'effondrèrent, d'autres surgirent au-dessus des cataractes torrentielles soulevées des espaces océaniques, d'innombrables rivières quittèrent leur lit et une tornade souffla sauvagement parmi les débris qui tombaient du ciel. La fin de l'âge du monde fut provoquée par Huracan, l'agent physique qui amena les ténèbres, emporta les maisons, les arbres, et même les rochers et des masses de terre. De ce nom vient ouragan, le mot que nous employons pour désigner un vent violent. Huracan détruisit la plus grande partie de la race humaine. Dans les ténèbres balayées par le vent, une matière résineuse tomba du ciel et contribua avec le feu et l'eau à la destruction du monde. Pendant 5 jours, à l'exception d'une nafte qui brûlait et des volcans en feu, le monde fut plongé dans l'obscurité, puisque le soleil n'apparut pas. Alors ici, on mentionne des textes hindous qui parlent de ce phénomène-là. On parle aussi des textes de l'épopée de Gilgamesh, on parle aussi des Maoris qui disent la même chose, et les indigènes en Polynésie qui racontent le même phénomène. Dans cette page-là, on mentionne un texte japonais et aussi un texte bouddhique qui parle des cycles du monde. Bon, à la page 44, on mentionne la marée. Alors, si je vais lire le début de la page 45. La tradition de nombreux peuples insiste sur le fait que les mers furent scindées, soulevées à une très grande hauteur et retombèrent sur les continents. Afin d'établir que ces traditions se reportent bien au même événement, ou tout au moins un événement de même ordre, nous devons suivre cette idée directrice. La Grande Marée suivit une perturbation du mouvement de la Terre. Les annales chinoises dont j'ai parlé et que je citerai plus longuement dans un chapitre ultérieur prétendent qu'au temps de l'empereur Yao, le soleil ne se coucha pas pendant 10 jours. Le monde brûla et les vagues dépassèrent les hauts sommets menaçant les cieux de leurs flots. L'eau de l'océan fut soulevée et retomba sur le continent asiatique. Un grand raz de marée déferla sur les montagnes et se brisa au centre de l'empire de Chine. Cette eau demeura prisonnière des vallées et le continent fut inondé pendant des décades. Les traditions des peuples péruviens rapportent que pendant une période égale à 5 jours et 5 nuits, le soleil ne se montra pas. Ensuite, l'océan quitta
ses rivages et avec un fracas terrible s'abattit sur le continent, toute la surface de la Terre fut transformée par ce cataclysme. Selon les Indiens de l'Oklahoma, la Terre fut inondée et plongée dans les ténèbres. Finalement, une vive lumière apparut au nord, mais c'étaient les vagues hautes comme des montagnes qui s'approchaient rapidement. Dans cette tradition, on découvre deux éléments conjoints, les ténèbres prolongées, et quand le jour perça, une vague de la hauteur d'une montagne qui ravagea la terre. Le récit hébraïque du passage contient les mêmes éléments. Il y eut des ténèbres prolongées et totales, selon Exode. Le dernier jour des ténèbres fut celui passé devant la mer Rouge. Quand le monde émergea des ténèbres, le fond marin était à découvert, les eaux séparées en deux, et elles se dressaient comme des murs en une double lame. La version de Septante déclare que l'eau se dressait comme un mur, et le Coran, faisant allusion à l'événement, ajoute comme des montagnes. Dans la vieille tradition rabbinique, on lit que l'eau fut suspendue comme si elle était une glace solide et massive. Maintenant, on est rendu à la page 47, la grande bataille céleste. En même temps que les mers se déchaînaient en marée monstrueuse, un spectacle se déroulait dans le ciel qui, au lieu des spectateurs horrifiés, revêtait l'aspect d'un gigantesque combat. Comme il fut visible de presque toutes les parties du monde et s'imprima profondément dans l'imagination des peuples, il est possible de le reconstituer avec quelques détails. Alors, voici les quelques détails. Quand la Terre traversa les gaz, la poussière et les météorites de la queue de la comète, elle fut entravée dans sa rotation et son orbite fut déformée. Émergeant des ténèbres, l'hémisphère oriental se trouva face à la tête de la comète. Cette tête venait de passer à proximité du Soleil et se trouvait en état d'incandescence. La nuit où le grand séisme secoua la Terre fut, selon la littérature rabbinique, aussi brillante que le jour du solstice d'été. Par suite de la proximité de la Terre, la comète abandonna son orbite et pendant un certain temps suivit celle de la Terre. Le gros globe de la comète s'éloigna, puis de nouveau se rapprocha de la Terre, enveloppé de gaz sombre qui ressemblait à une colonne de fumée le jour et de feu la nuit. Et la Terre, une fois de plus, traversa l'atmosphère de la comète, mais cette fois à la hauteur de son col. Cette phase s'accompagna de violentes et incandescentes décharges électriques entre l'atmosphère de la queue de l'atmosphère terrestre. Il y eut un intervalle d'environ 6 jours entre les deux rapprochements. Émergeant des gaz de la comète, la Terre semble avoir changé de sens de rotation et la colonne de fumée se déplaça vers l'horizon opposé. La colonne ressemblait à un gigantesque serpent en mouvement. Quand les rats de marée eurent atteint leur hauteur maximum et que les mers furent déchirées, une étincelle gigantesque circula entre la Terre et le globe de la comète qui, instantanément, provoqua l'écroulement des vagues, hautes de plusieurs kilomètres. Cependant, sous l'effet de la proximité immédiate de la Terre, la queue et la tête de la comète s'étaient enchevêtrées et échangeaient des violentes décharges électriques. On eût dit un combat entre un globe géant et la sombre colonne de fumée. En échangeant leur potentiel électrique, la queue et la tête s'attiraient et se repoussaient. De la queue qui avait l'aspect d'un serpent naquirent des ramifications, et elle perdit sa forme de colonne. Elle ressemblait maintenant à un animal furieux avec des pattes et des têtes multiples. Les décharges furent volées, la colonne en éclats, et le phénomène s'accompagna d'un déluge de météorites qui s'abattit sur la Terre. Le globe de la comète, qui avait perdu une grande partie de son atmosphère en même temps que son potentiel électrique, s'éloigna de la Terre, mais ne s'arracha pas à son attraction. Il semble qu'après un intervalle de 6 semaines, la distance entre la Terre et la comète ait diminué de nouveau. Ce nouveau rapprochement ne put être aisément observé car la Terre était enveloppée par des nuages de poussière précédemment laissés par la comète et par les poussières que les volcans éjectaient. Après de nouvelles décharges, la comète et la Terre se séparèrent. Hevelius écrivit en latin dans les années du monde 2453. Selon certaines autorités, une comète ayant la forme d'un disque a été vue en Syrie, en Babylonie, dans les Indes, sous le signe Io, au moment même où les Israélites quittaient l'Égypte à la recherche de la terre promise. De même, Rockenbach, Calvisius place l'exode des Israélites en l'année du monde 2453, soit 1495 avant Jésus-Christ. Bon, un nouveau paragraphe, l'étincelle. Il se produisit un phénomène d'une extrême importance. La tête de la comète ne pénétra pas dans la Terre,
Mais se produisit entre elles de grandes décharges électriques. Une étincelle gigantesque jaillit quand la comète arriva à proximité immédiate de la Terre, alors que les eaux dressées à la surface du globe atteignirent leur plus grande hauteur, après quoi elles retombèrent, suivies d'une pluie de débris arrachés à la tête et à la queue de la comète. L'effondrement du ciel. La pluie des météores et du feu qui s'abattit du ciel, les nuages très bas de poussière exogène et le déplacement des points cardinaux firent croire que le ciel s'était effondré. Les anciens peuples du Mexique évoquaient un âge du monde qui fut frappé à mort par l'effondrement du ciel, la terre restant ensevelie sous un linceul de ténèbres. Un monsieur qui rapporte en citant Ptolémée, etc., fondateur de la dynastie égyptienne, qui porte le nom d'Alexandre, demanda aux Celtes, habitant des bords de l'Adriatique, ce qu'ils redoutaient le plus. Ils lui répondirent que qu'ils ne craignaient rien sauf la chute du ciel. Les Chinois font allusion à un effondrement du ciel qui se produisit lorsque les montagnes s'écroulèrent. Et parce que la montagne s'écroulèrent ou s'aplanit en même temps que le ciel s'abaissait, les peuples antiques, et non pas seulement les Chinois, croyaient que les montagnes étaient les supports du ciel. Alors, dans cette page-là, on mentionne d'autres peuples, même en Afrique, qui parlent de l'effondrement du ciel. La terre et la mer en ébullition. Deux corps célestes furent attirés l'un vers l'autre. Les masses intérieures de la Terre subirent une poussée vers la périphérie. La Terre, perturbée dans sa rotation, s'échauffa. La surface des continents dégagea une chaleur intense. Les traditions de nombreux peuples rapportent que la surface de la Terre entra en fusion et la mer en ébullition. Alors, dans cette page-là, il y a d'autres peuples qui mentionnent la même chose. Et maintenant, une nouvelle page, le mont Sinaï. Alors, d'après ce texte-là, le Sinaï ne serait pas autre chose qu'un volcan. D'autres pages qui disent la même chose. Et on arrive au fameux bruit des trompettes. Alors, je lis le deuxième paragraphe. Le rapprochement des deux globes chargés d'électricité a également pu produire des sons comparables à ceux de la trompette, et l'intensité variable selon la distance entre eux augmentait ou diminuait. Alors, on mentionne plusieurs peuples dans ces pages-là qui ont entendu les bruits de trompettes, et même jusqu'au Japon. Dans cette page-là, on dit « Le règne de Yao est mémorable à cause de l'entreprise suivante. L'empereur envoya des savants dans différentes parties de la Chine, jusqu'en Indochine même, afin de déterminer la position des 4 points cardinaux en observant la direction du coucher et du lever du soleil et le mouvement des étoiles. Il chargea également les astronomes de découvrir la durée des saisons et de dresser un nouveau calendrier. » Pour cette page-là, je vais commencer à lire à partir du deuxième paragraphe. Si nous voulons résumer les données que nous possédons sur l'époque de Yao, nous sommes en présence des faits suivants. Le soleil ne s'est pas couché pendant plusieurs jours, les forêts ont été dévastées par le feu, le pays a été couvert de vermine, une haute vague, montant jusqu'au ciel, a déferlé sur le continent, a balayé les pics et submergé les vallées pendant de nombreuses années. Sous ce même règne, il fut nécessaire de déterminer à nouveau la position des 4 points cardinaux et d'établir, par l'observation, la durée de l'année, des mois et l'ordre même des saisons. Quant à l'époque de l'histoire chinoise antérieure au cataclysme, il n'en reste absolument aucun vestige. Tous ces faits concordent avec les traditions du peuple juif relatives aux événements qui accompagnèrent l'Exode. Bon, j'arrête ici pour l'instant, alors la suite prochainement, ça devrait pas être très long. À la prochaine!